Je vous ai préparé un petit diaporama que vous pourrez consulter en détail après. J'aimerais effectivement aborder, par rapport à ce qui a été dit par l'association d'usagers, la question de l'isolement et de la contention dans sa dimension juridique et dans sa dimension éthique. En fait, le droit ne connaît pas de vide juridique. Ici, il y a toujours des règles de droit qui s'appliquent. Simplement, il existe des situations qui n'ont pas été expressément prévues, par un texte ici. Et notamment, si on n'a pas de droit de l'isolement et de la contention, on devrait appliquer ici le droit commun. Donc, comment qualifier l'usage de la contrainte? Est-ce qu'il y a un mauvais usage de la contrainte? Notamment, est-ce qu'on peut poursuivre un soignant pour voie de fait? Je voyais par exemple la photo de la clé de bras. Souvent, la question posée par les infirmiers, c'est est-ce qu'il y a un droit de la clé de bras? Il n'y a pas de droit de la clé de bras. Simplement, la question va se poser, quel geste peut-on faire face à une situation d'urgence? Le fait de placer un patient sous contrainte, que ce soit la décision du directeur ou la décision du préfet, ici permet effectivement à l'équipe soignante d'user de la contrainte, mais encore une fois, pas de n'importe quel type de contrainte. Ici, il faut que cette contrainte ici soit justifiée, tracée, explicitée, motivée. Et on va voir effectivement, très souvent, c'est réagir face à une situation d'urgence. Il est possible d'utiliser la contrainte ici, isolement et contention à l'encontre d'un patient en soins libres, mais cette contrainte ne doit pas durer au-delà du nécessaire et ne doit pas justifier des gestes qui pourraient être qualifiés par le juge pénal de torture. Donc, le statut juridique de la contention et de l'isolement existait avant la loi de 2016, ici, puisque les services de psychiatrie sont depuis toujours susceptibles, avec un S ici, d'être soumis à un contrôle juridictionnel à condition que le patient ou ses proches fassent un recours, qu'ils contestent les modalités de prise en charge. Et là, les patients, les familles de patients ont la possibilité soit de saisir le juge pour faire constater l'illégalité de ce qui a été mis en place, donc c'est ce qu'on appelle un recours pour excès de pouvoir, soit demander des dommages et intérêts en faisant constater ici qu'il y a eu des préjudices et que ces préjudices résultent d'une faute qui aurait été commise par les services. Jusqu'en 2011, ici, les recours étaient peu nombreux, mais le droit existait. On appliquait le droit de la santé, notamment la loi Kouchner, qui n'a pas été pensée du tout pour la psychiatrie, le droit administratif, le droit pénal. Et notamment, je voudrais vous citer un article, et à la limite, rien que la lecture de cet article pourrait m'occuper plusieurs heures. C'est l'article 432.4 du Code pénal, le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, autrement dit pour un soignant, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement, le terme est très important, ici, un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans de prison et de 100 000 € d'amende. Donc, si le juge considère que l'usage de la force que vous avez est disproportionné, ici, qu'il s'agit d'une punition, ici, autrement dit, d'une voie de fait, vous êtes pénalement répréhensible, ici, pour user de la contrainte. Et notamment, si vous placez quelqu'un à l'isolement en soins libres pour une durée longue, lorsque l'acte consiste en une détention, une rétention de plus de 7 jours, et dans certains services, j'ai vu des patients en soins libres pendant plus de 7 jours en chambre d'isolement, quand le juge des libertés de la détention le découvre, il est ému. Il est ému parce que, est-ce qu'on peut partir du principe que le patient demande à être placé en chambre d'isolement? Le Conseil d'État a dit, ça n'est jamais le patient qui choisit le traitement, c'est toujours le psychiatre qui décide. Donc si vous laissez un patient en chambre d'isolement plus de 7 jours en soins libres, c'est passible de 30 ans de prison. Donc, qu'est-ce qu'une décision? Puisqu'on va voir ici que quand vous décidez un placement à l'isolement, quand vous décidez une contention, lorsqu'un infirmier prend une initiative, lorsqu'un interne anticipe la décision du psychiatre, ici, c'est toujours en droit un acte de volonté. Quand vous placez quelqu'un
à l'isolement, vous modifiez l'ordonnancement juridique. Vous modifiez l'ordonnancement juridique puisqu'il avait une liberté d'aller et venir, il avait une liberté de mouvement, vous réduisez cette liberté de mouvement, donc vous modifiez le droit. Donc comme tout acte juridique, le juge peut la contrôler, et la contrôlait avant la loi, la contrôle encore plus avec la loi de 2016, pour savoir qui a pris la décision. Est-ce que la personne qui a décidé de contentionner, qui a décidé de placer à l'isolement était compétente pour le faire? Et vous allez voir que maintenant qu'il n'y a que le psychiatre qui peut décider. Ici, un infirmier ne décide pas, un infirmier prend une initiative qui est confirmée ensuite par le psychiatre. Un interne ne décide pas. Je dis toujours, les internes ne sont que responsables. Ici, ils ne décident pas. C'est toujours le senior qui va décider. L'interne est l'œil du psychiatre. Respect des procédures. Encore une fois, il faut que je sois capable de motiver, il faut que je trace, il faut que j'explique pourquoi j'ai utilisé cette contrainte, et notamment la finalité qui doit être conforme au texte. Si je contentionne, c'est pour prévenir un risque. Ça n'est jamais pour réagir face à une violence. Ici. Donc faire un bon usage de cette liberté, puisqu'on vous laisse la liberté du soin, ce n'est pas le juriste qui vous dit comment soigner, c'est le juriste qui vous dit si vous soignez mal. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est plus facile pour nous, on intervient après. Faire un bon usage de sa liberté, de son pouvoir discrétionnaire, on dit en droit, c'est choisir entre plusieurs solutions également légales. Donc en fait, vous avez une liberté de choix, et il y a un acronyme que vous connaissez bien, c'est NAP, ce qui n'a rien à voir avec neurolectique par action prolongée, c'est ici, tout ce que vous faites doit être nécessaire, adapté et proportionné. À chaque fois que vous prenez une décision, posez-vous la question, est-ce que ce que je fais est nécessaire? Est-ce que ce que je fais est adapté à la situation? Est-ce que ça ne dure pas trop longtemps? Est-ce que c'est proportionné? Est-ce que le dosage de médicaments, est-ce que la durée de la contention, etc., est nécessaire, adapté et proportionné? Si vous êtes capable de expliquer à un tiers que ce que vous faites est nécessaire, adapté et proportionné, vous ne risquez rien. Si vous n'êtes pas capable de le faire, on va partir du principe que vous avez abusé de votre liberté. Donc, ici, qu'est-ce qu'une décision? On voit bien, pendant très longtemps, le juge utilisait la notion de mesure dans l'intérieur, c'est-à-dire qu'il ne contrôlait pas ce qui se passait à l'intérieur des hôpitaux. Il disait, voilà, le patient est hospitalisé avant, il est hospitalisé pendant, il n'y a pas eu de changement. Sauf que avec la Convention européenne des droits de l'homme, les choses ont évolué. Maintenant, on essaye de voir, quand vous prenez une décision, est-ce que ça porte atteinte aux droits du patient? Par exemple, vous changez un patient de chambre. Il est dans la chambre A, vous le mettez à la chambre B. Le juge ne contrôle pas. Vous fermez la porte de la chambre, le juge contrôle. Vous privez quelqu'un de son téléphone, le juge contrôle. C'est mon dernier article dans Santé mentale, qui est en ligne, sur la rétention de courrier. Vous faites de la rétention de courrier, ici, vous devez être capable de justifier pourquoi le courrier n'est pas remis au patient, etc. etc. Ici, toute prescription médicale est une décision, mais toute décision n'est pas une prescription. Donc à chaque fois qu'on prescrit, on décide, mais on peut décider sans prescrire. Donc on avait la jurisprudence avant la loi de 2016, on a quelques recours qui portaient sur des affaires en responsabilité, je vous les mentionne, vous verrez le raisonnement du juge. La première, 95, Cour d'appel de Nantes, le non-recours à la contention peut engager la responsabilité. C'est-à-dire que, encore une fois, comme vous avez le droit de contentionner, si vous faites le choix de ne pas contentionner, vous êtes responsable. Si vous contentionnez, vous êtes responsable. Si vous contentionnez mal, vous êtes responsable. Bref, vous êtes responsable. Mais on voit le principe ici, c'est la question de savoir quel est le moyen le plus efficace d'agir. Donc le juge, ici, a raisonné de cette manière-là. Ensuite, en 2006, la Cour administrative d'appel de Douai s'est prononcée pour le cadre de la contention, en disant que la contention est réservée aux personnes présentant un risque majeur d'atteinte à leur personne ou à celle des autres, un risque d'atteinte, pas parce qu'elle a atteint. Ici. Et on voit notamment, si on décide de contentionner, je dois être capable de motiver pour prévenir un passage à l'acte, et si je contentionne, si j'isole, va se poser la question de la surveillance constante, surveillance régulière, etc., sachant que si un patient est mal surveillé, il peut y avoir une erreur dans l'organisation et dans le fonctionnement du service.
Vous avez une affaire de 2007 de la Cour administrative d'appel de Marseille. La contention physique des malades consiste à les maintenir alités, membres supérieurs et inférieurs, attachés par des sangles, n'est utilisée du fait de l'atteinte à la dignité du patient. Donc pour le juge, c'est toujours une atteinte à la dignité, qu'en dernier recours. Dernier recours, vous voyez, c'est tout le vocabulaire qu'on va retrouver dans la loi. Ici, après que le personnel soignant ait d'abord usé des pouvoirs de la parole, de la pharmacopée à dose suffisante et des chambres d'isolement. Donc le juge dit, il y a quand même une hiérarchie, il faut se poser la question, est-ce que je ne pouvais pas faire autrement? Est-ce que je ne pouvais pas faire moins traumatisant, moins stigmatisant, etc., etc. Et on a notamment une dernière affaire que vous avez sans doute vue, c'est la Cour administrative d'appel de Marseille de 2015, où un patient en SDRE était placé en chambre d'isolement, il ne contestait pas le fait d'être en SDRE, il ne contestait pas le fait d'être en chambre d'isolement, il contestait l'organisation de la chambre d'isolement. Le fait, notamment, vous parliez de faire pipi dans un bocal ou faire pipi dans, etc. Est-ce que la chambre est ventilée? Est-ce que, etc. Et le juge administratif a dit, il faut repenser les chambres d'isolement pour qu'elles soient le moins attentatoires possible aux libertés fondamentales. Parce que les patients, quand ils sont en chambre d'isolement, sont en totale vulnérabilité, entièrement dépendants, ici, de l'institution. Et là-dessus, le juge considère ici que, encore une fois, l'équipe soignante doit travailler au maximum des protocoles pour éviter, ici, que le placement en chambre d'isolement ne dure trop longtemps, et notamment, l'établissement avait dit « oui, mais il n'y a pas de règle concernant la chambre d'isolement, il n'y a pas de droit ». Et ici, le juge dit « certes, il n'y a pas de normes spécifiques relatives aux normes d'isolement, ici, aux chambres d'isolement, est-ce qu'il faut 2 portes, est-ce qu'il faut, etc., etc. Par contre, il y a une obligation qui pèse sur les établissements de soins, ici, de respecter la dignité des patients. Donc éviter par exemple que les patients ne soient vus par les autres, ne soient potentiellement pris en photo par les autres lorsqu'ils sont contentionnés, etc., etc. Et donc là-dessus, le juge regarde ici, est-ce que par exemple, il y a la possibilité de prendre l'air, comment est-ce qu'on fait le ménage, quand est-ce qu'on remet les effets personnels, etc., etc. Et donc le législateur est intervenu. Le législateur est intervenu en 2016, notamment pour poser un cadre. Alors, est-ce qu'il fallait une loi sur l'isolement et la contention? Pas sûr. Maintenant, on en a une. Cette loi, elle vous protège, elle vous évite d'être poursuivi pour acte de torture, pour acte, etc., puisqu'elle donne un cadre à l'isolement. Elle donne un cadre à l'isolement et elle donne un cadre à la contention, en disant ce sont des pratiques de dernier recours. Donc, vous devrez démontrer que rien d'autre n'était possible, ici, et vous voyez que le juge, pour éviter certains débordements, va s'appuyer sur la finalité qui est prévue par la loi. Il ne peut y être procédé que, c'est-à-dire que ce n'est pas une liste indicative, c'est une liste impérative, que pour 2 choses. 1, prévenir un dommage immédiat ou imminent, je n'ai pas le temps de vous expliquer la différence entre les deux, ici, pour le patient, donc le patient risque de se blesser ou de blesser autrui, mais risque de passer à l'acte. On ne place pas quelqu'un à l'isolement parce qu'il a frappé quelqu'un. On place quelqu'un à l'isolement parce qu'on craint qu'il ne réitère un passage à l'acte, etc., etc. Cette décision, elle est prise par qui? Elle est prise par le psychiatre. Il n'y a que le psychiatre qui peut décider. Alors la question c'était, est-ce qu'il prescrit ou est-ce qu'il décide ici? Donc souvent, il va décider alors que le patient est déjà à l'isolement, c'est-à-dire qu'il va confirmer la prise d'initiative ici de son équipe, et pour une durée limitée. La loi ne vous dit pas, ici, la durée. Ce sont les recommandations qui vont poser des règles. La loi ne donne pas la durée, elle dit simplement, vous ne pouvez pas placer à l'isolement sans limitation de durée. Et il faut une surveillance stricte qui est confiée par qui? Par l'établissement. C'est le directeur, d'où le registre à remplir ici. Alors, il y a un registre qui est mis en place, on reviendra là-dessus. Et ensuite, vous avez eu 2 textes ici qui sont venus compléter, 2 textes de valeur juridique très différentes. La première, c'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé 2017, c'est du droit souple. 15 secondes sur les recommandations. Les recommandations, en fait, ici, c'est pas du droit classique. C'est-à-dire que, en tant que professionnel de santé, vous connaissez les recommandations de bonne pratique, mais vous n'êtes pas obligé
de les appliquer. Simplement, si vous ne les appliquez pas, il faut expliquer pourquoi. Si vous vous en écartez, il faut expliquer pourquoi. Si vous les appliquez, ne les appliquez pas les yeux fermés. À chaque fois, vous prenez une décision individuelle qui correspond au profil du patient. Ensuite, l'instruction ministérielle. Et je termine donc, recevoir cet arsenal juridique dans les services, ça suppose d'adapter le service au patient et non pas l'inverse, et d'user de sa liberté soignante pour tendre vers une alliance thérapeutique. Je vous remercie.